Bonjour, dans cette vidéo, on va effectuer ensemble la correction DTD concernant le chapitre les oscillateurs sinusoïdaux. Donc on va commencer par l'étude d'un oscillateur à réseau déphaseur qui utilise comme circuit de réaction, donc ici, la figure numéro C. Donc il utilise une cellule, donc 3 cellules RC. Donc 3 cellules RC. Donc on vous donne comme hypothèse la fonction de transfert ici de ce réseau déphaseur. Donc c'est la même fonction de transfert qu'on a calculée dans le cours. Donc ici elle est donnée comme hypothèse. Donc K qui est égal à VR sur VE. Donc elle sera égale. Donc je m'excuse, VR sur VS. Donc c'est JRC oméga au cube sur 1 plus 5 JRC oméga plus 6 JRC oméga au carré plus JRC oméga au cube. Donc c'est exactement ce qu'on avait démontré. Et on donne dans ce TD en plus, donc le diagramme de Bode, donc ici le gain, et là la phase, donc le diagramme de Bode de ce réseau déphaseur, de ces 3 cellules RC. Alors, donc les premières questions porteront sur le réseau déphaseur uniquement. Donc on va demander avec l'aide du diagramme de Bode que je viens de montrer, on essaiera de déterminer quel type d'amplificateur, c'est-à-dire inverseur ou inverseur, on pourra utiliser pour réaliser un oscillateur. C'est-à-dire ce réseau déphaseur là, d'après Bode, quel type d'amplificateur il pourra utiliser, c'est-à-dire dans la chaîne directe, pour réaliser un circuit oscillateur. Quelle sera alors la fréquence d'oscillation? Donc en répondant à la première partie de la question, on pourra déduire la fréquence d'oscillation rien qu'avec le diagramme de Bode. Deuxième question, si on voudra montrer par calcul cette fois, donc en se basant sur la fonction de transfert de toujours du circuit déphaseur, on va montrer par calcul que la fréquence F0 ici égale à 1 sur 2 pi RC racine de 6. Pour cette fréquence, on obtient un déphasage de 180 degrés entre VR et VS. Toujours le même réseau déphaseur. Que vaut l'atténuation du filtre, c'est-à-dire KdB, à cette fréquence F0. On essaiera de vérifier ce résultat par le diagramme de Bode, donc on va le faire par calcul et via Bode. Après, qu'est-ce qu'on dit donc? Qu'est-ce qu'on demande? Voilà, on passe au circuit D, c'est-à-dire là, on va ajouter l'amplificateur qu'on a justifié. Donc on va rajouter l'amplificateur pour... logiquement, le choix a été justifié pour la question numéro 1. Dans la question numéro 1, donc on va ajouter cet amplificateur pour réaliser l'oscillateur. On va essayer de le dimensionner, c'est-à-dire on va proposer une valeur pour cette résistance R' afin d'avoir un fonctionnement en oscillateur. Donc voilà le résumé des questions et des travaux à réaliser. Donc voilà, donc on a notre réseau déphaseur, le diagramme de Bode du réseau, le gain et la phase, et la fonction de transfert qui a été donnée comme hypothèse. Donc la première question était de déterminer le type d'amplificateur à associer avec ce réseau déphaseur pour avoir un oscillateur. On sait que la condition pour que le montage en entier fonctionne en oscillateur, c'est qu'il faut que la fonction de transfert en boucle ouverte à savoir T qui est égal à H, H étant pour nous la fonction de transfert de la chaîne directe, H fois K, c'est-à-dire l'ampli, doit être égal à 1. Donc ce qui va impliquer que il faut que l'argument de H ou l'argument de K, même chose, il doit compenser l'argument de H. Ça c'est la première relation. La deuxième relation, il faut que l'amplification H module compense l'atténuation de la chaîne directe de H égale à 1 sur K. Donc là, on nous demande est-ce que l'ampli inverseur ou non inverseur, c'est-à-dire on nous demande est-ce que
Dans le cas de l'ampli inverseur, l'argument de H sera égal à pi. Donc ça veut dire que l'argument de K doit être égal à moins pi, moins 180. Dans le cas où l'argument ou l'amplificateur est non inverseur, l'argument de H sera égal à 0. À ce moment-là, l'argument de K doit être égal à 0. Alors là, si je consulte ici le diagramme de Bode dans la phase, donc on voit bien que d'après le déphasage, l'argument de K ne pourra jamais être égal à 0. Il ne pourra jamais être égal à 0. Par contre, il pourra être égal à moins 180 en ce point-là. Donc ça veut dire que l'amplificateur qu'on pourra utiliser avec le réseau des phaseurs, c'est l'amplificateur inverseur. Donc on ne pourra pas utiliser l'amplificateur non inverseur, comme j'ai dit, parce que l'argument de K ne peut pas être égal à 0. Donc on est obligé d'utiliser un amplificateur inverseur. Ça veut dire l'argument de H égale à 180, ce qui impliquera que l'argument de K doit être égal à moins 180. La deuxième partie de la question était de déduire la fréquence d'oscillation. Donc là, puisqu'on a trouvé le point de fonctionnement qu'on peut dire, on peut facilement retrouver la fréquence d'oscillation. Voilà. Donc à peu près, ce sera ici au milieu de cette... Si on veut faire les choses, parce que j'ai un petit peu décalé l'axe. Donc là aussi je rappelle l'échelle logarithmique. Si on a ici 10 la puissance 2 comme origine, c'est-à-dire 100, ici 1000, 10 000, c'est-à-dire 6, si là on a comme fréquence d'origine 100, ici on aura 200, 300, 400, 500, ainsi de suite, jusqu'à 900. Après on se retrouve avec 1000, on aura ici 2000, 3000 et ainsi de suite. Là c'est 10 000, donc 10 kg, 20 kg, ainsi de suite. Donc ce point-là correspondra ici 1, donc 2, 3, 4, 5, 6,5 kg. Donc 6, donc la fréquence d'oscillation, 6,5 kHz. Donc là, voilà pour la première question. La deuxième question était de démontrer que pour la fréquence F0 qui est égale à 1 sur 2 pi racine de 6 fois RC, on a un déphasage entre K et H je m'excuse, un déphasage entre VR et VS ici, un déphasage entre VR et VS de 180 degrés. Ce qui implique qu'ici, le K, pour avoir un déphasage de 180 degrés, il faut qu'il soit un réel pur négatif. C'est-à-dire, il faut démontrer que pour F égale à F0 égale 1 sur 2 pi, donc ça donnera K égale un réel négatif. Comme ça, on aura l'argument de le déphasage entre VR et VS égale à 180. Alors pour ça, donc, je vais reprendre la fonction de transfert de la chaîne de réaction. Donc, notre cas ici, c'est égal, donc, J au Q, c'est moins J RC oméga au cube sur... Donc là, en bas, on va essayer de mettre partie réelle et partie imaginaire ensemble. C'est-à-dire la partie réelle d'un côté, la partie imaginaire d'un côté. Donc la partie réelle, c'est le terme en 1.
et le terme en J carré. Donc, ça veut dire on aura ici 1 moins 6 RC oméga le tout au carré. Et ce qui reste, c'est complexe, c'est plus J fois. Donc là, on voit que les deux termes qui restent ici. Donc là, on peut factoriser donc les deux termes qui restent, celui-là et celui-là. On peut factoriser par JRC oméga. Donc on aura JRC oméga facteur de 5 moins RC oméga au carré. Donc si on factorise par JRC oméga. Alors pour que ce terme-là, ce terme en K soit réel pur, négatif, donc on a le numérateur, il est imaginaire pur, c'est-à-dire le dénominateur lui aussi doit être imaginaire pur. Et pour ça, il faut que soit cette partie soit égale à 0. D'accord. Et automatiquement, quand on posera 1 moins 6 RC oméga le tout au carré égale à 0, on va tomber sur, avec les calculs facile, on tombera sur F0 égale 1 sur 2 pi racine 6 fois RC. Donc on a démontré que pour cette fréquence-là, donc le déphasage entre VR et VS sera égal à 180 degrés. Maintenant la troisième question était à cette fréquence, retrouver le gain K à cette fréquence. Donc là, qu'est-ce qui va rester au niveau de K? Donc on aura en haut moins J RC oméga au cube sur, et en bas J RC oméga facteur de 5 moins RC oméga au carré. Là, quand on simplifie avec JRC oméga, on aura en haut moins RC oméga. Bien sûr, ici, je peux remplacer par oméga 0 parce que tout ça, c'est à la fréquence d'oscillation. Donc, on aura ici moins RC oméga 0 au carré sur 5 moins RC oméga 0 au carré. Et là, je reviens à cette formule ici, elle va m'aider. D'après cette formule, on peut, puisque c'est égal à 0, donc on peut dire que ce RC oméga au carré sera égal à 1 sur 6. Et je viens le remplacer ici. D'accord? J'aurai en haut 1 sur 6. Et en bas, 5 moins 1 sur 6. Donc on va faire le dénominateur commun comme 6. Donc 6 fois 5 c'est 30. 30 moins 1 c'est 29. Donc on aura comme le K sera égal à moins 1 sur 29. C'est normal d'avoir un réel négatif parce qu'on a dit que le déphasage entre VR et VS va être de 180 degrés. Donc si je veux retrouver le gain, donc 20 log du module de K, 20 log du module de K sera égal à peu près moins 30 dB quand on fera le calcul. 30, quelque chose. Et là on a demandé de confirmer, à la fin de la question, de confirmer ça avec le diagramme de Bode. Donc on continue avec le diagramme de Bode, on sait que notre fréquence d'oscillation est égale ici, c'est 6,5 kg. Et là je peux là aussi retrouver le gain correspondant à cette fréquence d'oscillation. On tombera sur moins 30 dB. Donc ça confirme le calcul analytique qu'on a réalisé. Donc pour la dernière question, donc on a pris ce réseau déphaseur, on a ajouté notre ampli inverseur ici. Donc là, vous remarquerez que la dernière résistance ici du réseau déphaseur sera utilisée en commun entre le réseau déphaseur et entre l'amplificateur inverseur. Alors, vous me direz, mais pourquoi on a pris cette résistance et on l'a mise ici? Donc je vais la mettre en rouge pour qu'elle soit plus claire.
Pourquoi ce point-là, on l'a mis à la masse? On voit bien qu'il est mis à la masse. Oui, parce qu'électriquement, ici c'est un ampli, donc régime linéaire. Donc on a V plus égale à V moins. Et le V plus, il est à la masse. Donc virtuellement, je peux venir ici V moins et mettre une masse virtuelle. C'est-à-dire comme schéma équivalent, je peux mettre cette résistance à la masse ici, à ce niveau-là. D'accord? Donc ça justifie le fait que le réseau de phaseurs, le schéma du réseau de phaseurs reste toujours valable. Et ici, on va récupérer la tension VR qui sera injectée à l'amplificateur. Donc je me retrouve avec un amplificateur inverseur normal, comme on a l'habitude d'utiliser. Donc on a ici la résistance R avec la résistance R', qui est bien sûr variable, pour pouvoir régler la condition de démarrage et d'entretien. Donc on a ici R', et on a R moins plus, là c'est VE, l'entrée de l'ampli, là c'est VS, la sortie de l'ampli. VE, ça sera égal à VR, c'est-à-dire c'est la tension qui est réinjectée par la chaîne de réaction. Donc là, si on désire rechercher le H, parce que la question c'était de retrouver le R', donc le H, la fonction de transfert de la chaîne directe VS sur VE, donc on l'a fait maintes fois. Donc ici, on va retrouver moins R' sur R. Donc là, bien sûr, on va utiliser minimum pour un moins. Donc on aura VE sur R plus VS sur R'. 1 sur R plus 1 sur R'. On a E plus égale à 0. Au moins égal à E plus, ça donnera cette fonction de transfert H, la chaîne directe l'amplificateur. Et d'après la condition d'oscillation, pour le démarrage des oscillations, on a vu que le module de H fois le module de K doit être supérieur ou égal à 1. Entretien, le démarrage et l'entretien des oscillations, ça veut dire il faut que R' sur R soit supérieur à, je m'excuse, R' sur R fois K, ça veut dire R' sur R fois 1 sur 29, le moins supérieur ou égal à 1, ce qui implique que il faut que R' soit supérieur ou égal à 29 fois R. Sachant que les hypothèses, j'ai oublié de les rappeler, R, il a été donné comme étant égal à 10 kΩ. Donc ce qui impliquera que R' doit être supérieur à 290 kΩ. Et là, pour le choix, bien sûr, on doit choisir une valeur normalisée. Donc la valeur normalisée qu'on va choisir, donc pour rappel, si on veut travailler avec la série E12, les valeurs normalisées sont 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 et 80. D'après cette série de valeurs normalisées, R' doit être supérieur à 290 kg, donc le meilleur choix c'est 33, c'est-à-dire je choisirai R' comme valeur normalisée, un ajustable de 330 kg. Voilà pour ce premier TD. Maintenant dans le travail numéro 2, donc nous allons étudier un détecteur de métaux. Donc mettons en œuvre ici un oscillateur avec un circuit résonant constitué d'une bobine, elle avec sa résistance de fuite ou de perte RP, et d'un condensateur C. Le schéma proposé intègre aussi la partie détecteur comparateur du détecteur de métaux,
Donc cette partie ne sera pas étudiée. Alors pour le principe de fonctionnement, donc lorsqu'une pièce métallique est à proximité de la bobine, donc la résistance de perte RP donc, chute nettement, alors que la valeur de L reste sensiblement constante, comme on voit ici. Donc ce qu'on veut, c'est quand il n'y a pas de pièce métallique, donc L sera égale à 710 microhenry, alors que RP va être égal à 9,3 kg, et on a un signe de détection sera égal à 0 parce que c'est un comparateur. Mais par contre, quand la pièce métallique est présente, on voit bien que la bobine change un peu, elle passe de 710 microhenry à 701 microhenry, mais c'est la résistance P qui va chuter de 9,3 à 4,5 kg. Alors, pour l'étude, donc on va se proposer, comme j'ai dit, d'étudier uniquement l'oscillateur. Donc les premières questions sont basiques, on va essayer de rechercher la fonction de transfert de la chaîne directe, c'est-à-dire l'amplificateur. Puis on va essayer d'exprimer VR en fonction de V2 pour la chaîne directe, pour la chaîne de retour, je m'excuse. Et on va faire ça en deux étapes. Première étape, on va essayer de trouver Z équivalente et après appliquer le point diviseur de tension. Et à la fin, on doit essayer de mettre VR sur V2 sous cette forme. Une fois on a identifié VR sur V2 et V2 sur V1, on peut mettre notre oscillateur sous forme d'une chaîne directe et d'une chaîne de retour. On va identifier alors à quoi l'expression de la chaîne, de l'amplification de la chaîne directe, et on va confirmer l'expression de la chaîne de retour. Et après, comme d'habitude, on va appliquer le critère Berkhausen pour déduire la fréquence d'oscillation et la relation entre les composants pour avoir la condition d'amplification et de démarrage si on veut. Après, on va essayer de faire l'étude, c'est-à-dire dans le cas où l'on se trouve sans pièce métallique, il faut calculer C pour obtenir une fréquence d'oscillation 60 kHz conforme aux indications fournies, c'est-à-dire en fonction des valeurs ici. En cas d'absence, on va remplacer L par cette valeur et R par cette valeur. Donc après on va fixer R2 et R1 à 10 kg, R2 à 12 et R à 10 kg, et on va montrer que l'obtention des oscillations, ça veut dire la vérification de la condition d'oscillation qu'on a démontrée ici en 4, elle va se faire, on va le démontrer. Est-ce qu'elle va se faire en présence ou non d'une pièce métallique. Et après on va résumer le fonctionnement du montage. Donc voilà, donc on va commencer par la chaîne directe. C'est facile, donc pour toute la chaîne directe, vraiment c'est quelque chose de générique maintenant, consiste un ampli-up. Comme on a vu dans le cours, c'est un peu plus compliqué quand il s'agit d'un amplificateur à base de transistors. Donc là, on essaiera de trouver V2 en fonction de V1, donc avec Millman. Donc on a V plus ici c'est V1, et avec Millman, ou avec le point diviseur de tension, on trouvera que V- c'est V2 fois R1 sur R1 plus R2. Donc V2 sur V1 sera égal à 1 plus R2 sur R1. Là, on vient d'identifier, donc on va un petit peu brûler les étapes. Donc ça, on a identifié ça, la chaîne directe, c'est-à-dire application de la chaîne directe. Maintenant, la deuxième question, si on va essayer de déterminer VR ici en fonction de V2, au départ, on va essayer de retrouver Z équivalente. Dans Z équivalente, donc on a l'association en parallèle de RP avec L avec C1. On va commencer par l'association parallèle de RP 2 par 2 avec L. Elle donnera le produit sur la somme, c'est-à-dire
J, R, P, L oméga sur RP plus JL oméga. Et après, on va essayer de retrouver Z équivalente. Alors, Z équivalente pour nous, c'est cette association parallèle. Elle-même sera en parallèle avec le condensateur, c'est-à-dire le produit sur la somme. C'est-à-dire on aura 1 sur JC oméga, facteur de J, RP, L oméga sur RP plus JL oméga, le tout sur 1 sur JC oméga plus JRP L oméga sur RP plus JL oméga. Donc on sait exactement quel est notre dénominateur commun, c'est JC oméga multiplié par RP plus JL oméga. Donc ça donnera JRP L oméga. Une fois on va simplifier par les dénominateurs communs sur, donc on aura RP plus J oméga fois 1 plus JC oméga JRP L oméga. Donc on aura RP plus JL oméga multiplié par 1. Et après le JC oméga qui est multiplié par JRP L oméga, ce qui donnera moins, puisque c'est un J au carré, donc moins RP CL oméga carré. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec un schéma équivalent comme ça. La résistance R qui est là. Donc ça, le schéma équivalent de la chaîne de réaction. Et avec le Z équivalent qu'on vient de... Donc ça, c'est notre Z équivalent. On a ici le VR, la tension VR, et là la tension VS. Donc ça donnera VR égale VS fois Z équivalente sur R plus Z équivalente. Donc ça veut dire VR sur VS, c'est Z équivalente, ça veut dire J, RP, L oméga. Donc ici c'est pas VS, c'est V2. Dans notre montage c'est V2. Donc c'est V2 ici. Donc ici c'est V2. Et ici c'est V2. L'habitude d'utiliser VS. Donc JRP donc sur RP plus JL oméga moins RP CL oméga carré. Le tout sur R, ce R là, plus JRP L oméga sur RP plus JL oméga moins RP LC oméga carré. Et on va essayer de la mettre sous cette forme. C'est facile, on aura le dénominateur commun ici, c'est cette petite carte RP plus J oméga moins RP LC oméga carré. On va multiplier ici par R. On va tomber sur notre expression parce qu'on va factoriser par le JL oméga. Ici on aura JRP oméga, on aura JL fois R, donc on va factoriser par JL oméga. Et là on aura le R multiplié par ce RPL C oméga carré. Donc à la fin on obtiendra convolu VR sur V2
c'est J RP L oméga sur la partie réelle, c'est R fois RP fois 1 moins LC oméga carré plus JL oméga facteur de R plus RP. Donc maintenant, on va essayer de... La troisième question, c'était identifier A et identifier B. La chaîne directe, elle a été identifiée, elle est là. Et la chaîne de retour, elle vient d'être identifiée, elle est là. C'est celle-là. Donc pour la quatrième question, c'est la condition de Berkhausen. Donc il suffit de, comme c'est dans le cours, voilà. Donc il faut que la fonction de transform en boucle ouverte, c'est-à-dire A fois B, soit un réel pur égal à 1. Donc là, on a le A, il est réel, c'est-à-dire il faut que le B soit aussi réel. Et pour que le B soit réel, il faut que... Donc il faut que, puisqu'on a le numérateur imaginaire pur, il faut que le dénominateur lui aussi soit imaginaire pur. Ce qui donnera, il faut que 1 moins LC oméga carré égale à 0. Donc il faut que 1 moins LC oméga carré égale à 0. Oméga 0 au carré. Donc on vient de retrouver la fréquence d'oscillation. Donc F0 soit égal à 1 sur 2pi racine de LC. Donc ça se confirme, la fonction, la fréquence d'oscillation dépend toujours des composants de la chaîne de réaction comme on a vu dans le cours et comme on a vu dans le premier TD. Maintenant pour ce qui va rester de A fois B, donc on aura le A c'est 1 plus R2 sur R1 fois B. Donc une fois on annule ce terme là, il va rester JRP L oméga sur JL oméga R plus RP. Et ici on peut, entre ces deux termes, on peut simplifier le JL oméga. Ce qui va rester c'est RP sur R plus RP égale à 1. Donc 1 plus R2 sur R1 doit être égal à 1 plus R sur RP. Quand on fait passer le terme RP sur R plus RP de l'autre côté, ce qui donnera la relation recherchée entre les composants. Ça veut dire il faut que R2 sur R1 soit égal, supérieur ou égal, R sur RP. Donc j'ai inclus la condition de démarrage et la condition de maintien des oscillations. Donc pour la cinquième question, on a demandé de retrouver le condensateur à valeur de C, sachant qu'on désire une fréquence de F0 égale à 60 kHz en l'absence de pièces métalliques. Ça veut dire en l'absence de pièces métalliques. Ça veut dire, d'après ici, l'absence, elle égale à 710 microhenry. Donc on va étudier tout simplement l'équation de la fréquence d'oscillation pour retrouver C. Donc logiquement d'après ça, C sera égal à 1 sur 4 pi carré F0 au carré fois L.
ce qui donnera après calcul à peu près 9,99 nanofarad, donc à peu près 10 nanofarad. Donc voilà, donc on va utiliser C de 10 nanofarad en cas d'absence de pièces métalliques. Donc avec ce condensateur, donc on aura la fréquence d'oscillation désirée. Maintenant reste à vérifier est-ce que c'est valable pour RP. Donc dans la sixième question, on a dit que, dernière question, on a dit que on a pris R égale à R1 égale à 10 kg et R2 égale à 12 kg. Donc si on prend la condition de démarrage et d'entretien des oscillations, il faut que notre RP soit supérieur ou égal, d'après l'équation, à R fois R1 sur R2. Ce qui donnera, après calcul, 8,3 kg. D'accord. Alors cette condition, on va voir est-ce qu'elle est vérifiée en cas de présence de la pièce ou en cas d'absence. Donc on voit bien qu'en cas d'absence, on a RP égale 9,3. En cas de présence, RP égale à 5,4 kg. Donc ça confirme que qu'il y aura création des oscillations en cas d'absence. En cas d'absence de pièces métalliques. Donc c'est ça la conclusion de notre étude. Maintenant si on veut voir les choses un peu plus globalement, c'est-à-dire ici le signal qui sera récupéré ici à la sortie de l'oscillateur, en cas d'absence, il y aura les sinusoïdes. C'est-à-dire le comparateur qui viendra après doit comparer c'est-à-dire le choix du plus et du moins du comparateur doit être fait de telle façon que la sortie soit égale à 0. En cas de présence de la pièce, on sait maintenant que ce signal sera nul. Absence des oscillations. Alors ici, le 0 ici doit, via le comparateur, déclencher en sortie une tension de sortie égale à PDT. Donc voilà pour reprendre ce que je viens de dire. Donc en cas d'absence de pièces métalliques ici, c'est-à-dire il y aura génération de ces sinusoïdes ici, ils sont redressés, d'accord, donc puis on va récupérer la valeur moyenne ici, et après on va la comparer avec une tension, donc pour de telle façon avoir ici 0 à la sortie. Donc ça veut dire pour avoir le 0 on doit avoir ici le signe moins, ici, ici le signe moins, ici le signe plus. Comme quoi, quand cette tension sera supérieure à la tension de référence, la sortie sera égale à 0. Et dans le cas contraire, en cas de présence de pièces métalliques, il y aura 0 à la sortie de l'oscillateur, donc pas d'oscillation. Donc ce 0 là sera comparé avec la tension référence, donc on aura le moins inférieur au plus qui est là, donc la sortie égale à VDD. Donc voilà pour reprendre le mode de fonctionnement. Maintenant pour le travail numéro 3, donc on va voir l'oscillateur de Pierce, qui est un oscillateur à base de quartz, donc, dont la boucle de réaction est un circuit en pi, comme on avait dans le cours. Donc c'est une solution qui va permettre d'avoir des oscillations qui sont stables et précises
dans une plage de fréquences comprise entre une dizaine de kHz et quelques dizaines de MHz. Comme domaine d'utilisation, donc on voit bien dans l'exemple ici, extrait de la documentation de l'horloge temps réel DS 1307 du constructeur Maxim, donc Real Time Clock, donc c'est une horloge temps réel, et pour fonctionner, donc il a besoin d'un oscillateur. Donc la partie, vous voyez bien que la plus grande partie de l'oscillateur elle est intégrée à l'intérieur du circuit. On retrouve ici l'ampli, ici inverteur, on retrouve ici les deux condensateurs, et qu'est-ce qui manque? Il manque d'ajouter l'ajout du quartz. Donc le quartz il est ajouté de l'extérieur. Pourquoi il est ajouté comme composant externe? C'est pour nous permettre de contrôler la fréquence d'oscillation de l'oscillateur Pierce. Parce qu'on a vu que la fréquence elle est contrôlée par la chaîne de retour. Donc voilà. Donc c'est aussi ces structures là, c'est aussi adopté dans les circuits d'horloge des microcontrôleurs. Donc on retrouve le même principe, à une différence près que pour les microcontrôleurs, seule la partie amplificateur avec les résistances est intégrée. C'est-à-dire les condensateurs ne sont pas intégrés à l'intérieur des microcontrôleurs. C'est-à-dire de l'extérieur, on doit ajouter toute la partie, la chaîne de réaction, le condensateur avec les deux résistances. Donc, dans ce TD, on va se proposer d'étudier cet oscillateur de Pierce, et on va commencer par l'étude d'abord du quartz, qui est une fréquence comme on dit de 3,27 MHz en général pour l'horloge temps réel. On va essayer de voir le schéma équivalent et d'étudier son comportement fréquentiel, c'est-à-dire comment il va se comporter, c'est-à-dire quel sera son schéma équivalent en fonction de la fréquence. Donc on va rechercher tout d'abord l'impédance Z équivalente ici. On va essayer de la mettre sous cette forme. Et après, pour simplifier les calculs, on va essayer de négliger l'effet de la résistance de fuite de la bobine R pour avoir une impédance équivalente plus simplifiée sous cette forme, avec deux fréquences, une fréquence de résonance série et une fréquence de résonance parallèle, donc oméga 1, oméga 2. Donc après, on va, à partir de ce Z là, on va essayer de voir son comportement fréquentiel, c'est-à-dire on va étudier les variations à la fin ici comme dernière question. On va essayer d'étudier les variations de Z en fonction de oméga, et on va déduire la nature de l'impédance du quartz. Est-ce qu'elle sera équivalente à une inductance ou une impédance ou une capacité. Donc voilà, donc la première question c'était de retrouver l'impédance Z équivalente. Donc on a ici c'est le circuit RLSCS série en parallèle avec CP, donc ce qui donnera Z égale 1 sur JCP oméga fois le produit fois l'association série, c'est-à-dire JLS oméga R plus JLS oméga plus 1 sur JCS oméga sur la somme de tout ça, ça veut dire R plus JLS oméga plus 1 sur JCS oméga plus 1 sur JCP oméga. Donc là on pourra mettre le 1 sur JCP oméga de côté, vu qu'on veut ici le conserver, fois, donc on aura le numérateur R plus JLS oméga plus 1 sur JCS oméga, et dans la partie dénominateur on aura R plus JLS oméga, et là entre les deux condensateurs on va faire un dénominateur commun pour obtenir CS plus CP sur J CP CS oméga. Donc voilà, on a démontré facilement ça.
Mais pour la suite, on nous a demandé de négliger R. Ça veut dire R, petit r à peu près égal à 0. Donc ici le R sera, ce petit r sera négligé. Et le Z deviendra égal à 1 sur JCP oméga fois JLS oméga plus 1 sur JCS oméga sur JLS oméga plus CS plus CP sur JCP CS L oméga. Non, il n'y a pas de L. Il va venir après. JCPCS oméga. Là, pour avoir l'expression qu'on désire, c'est 1 plus quelque chose en haut, 1 moins quelque chose, et en bas 1 moins quelque chose. Donc on va factoriser par ici, par JLS oméga en haut et par JLS oméga en bas. Donc quand on factorisera, on trouvera Z égale un sur JCP oméga fois 1 moins 1 sur LS CS oméga carré. Et en bas, on aura 1 moins CS plus CP sur CS CP L oméga carré. Et ce Z là, on va le mettre sous la forme 1 sur JCP oméga fois 1 moins oméga 1 sur oméga tout au carré comme numérateur sur 1 moins oméga 2 sur oméga le tout au carré. Avec oméga 1 égale à 1 sur L S CS, excuse, donc F1 directement 1 sur 2pi racine de LS CS et F2 sera égal à 1 sur 2pi racine de CP plus CS sur CP CS oméga au carré. Le oméga au carré est parti. Donc c'est L LS CS CP. Voilà. Après, la troisième question, c'était quelle sera la valeur de cette impédance en régime continu. Donc en régime continu, ça veut dire oméga tend vers 0. Alors quand oméga tend vers 0, donc on a, d'après les limites, on aura ici ce terme-là. Et ce terme-là, c'est 1 sur x carré sur 1 sur x carré. Et on a ici le x, c'est-à-dire les 1 sur x carré vont se simplifier, on aura le z. Donc, va tendre vers moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce qu'il y a un 1 sur j, c'est-à-dire moins j.
Et après, on a demandé de comparer F1 avec F2. Alors, si je prends le départ de F2, donc F2 sera égal, par exemple. Et j'essaie de ressortir la formule de F1. Donc, on aura 1 sur 2pi. Je conserve uniquement LS avec CS. Qu'est-ce qui va rester à la fois? La racine de, ici c'est CP plus CS sur CP. C'est-à-dire 1 plus CS sur CP. On a clairement F2, c'est quoi? C'est F1 fois la racine de 1 plus CS fois CP. Sur CP. Donc F2 c'est F1 fois 1 plus quelque chose, donc automatiquement le F2 il sera supérieur à F1. F2 sera supérieur à F1. Après, comme cinquième question, on a donné des valeurs correspondant aux différents condensateurs et différentes bobines. Et on nous a demandé de calculer les valeurs de, ça c'était la cinquième question. On a donné CS égale à 66,266 millihenry. Donc, qu'est-ce que c'est Henry? C'est LS. Alors, pour CS, on avait donné 3,56 10 à la puissance moins 14 farad. Et pour CP, c'est 8,9 10 à la puissance moins 12 farad. On essaiera de calculer, donc un simple calculatrice ici, pour retrouver à quoi égale F1 et à quoi égale F2. Alors, les calculs nous ont donné pour F1, c'est 3,276,798 MHz. Pour F2, c'est 3,245 MHz. Donc, ils sont proches, donc c'est normal. On va voir pourquoi. Ouais, on peut facilement déterminer la différence F2 moins F1. Maintenant, la dernière question, c'était le comportement fréquentiel. Et là, on l'a déjà vu dans le cours. On a fait les limites et tout ça. On a déduit que donc si on considère la fréquence de résonance série F1 ici, ils sont logiquement proches. La fréquence de résonance parallèle F2 ici. Donc on a vu que statiquement c'est moins l'infini. À F1 ça sera nul. Et pour F2+, ça va tendre vers F2-, ça va tendre vers tout l'infini. Pour F2-, ça va tendre vers moins l'infini jusqu'à 0-. Donc là c'est Z du quartz en fonction de oméga. Donc ça veut dire entre F1 et F2 c'est équivalent à une bobine. Si F est inférieur à F1, c'est un condensateur. Capacité, si F est supérieur à F2, c'est une capacité. Et rappelez-vous qu'on a dit le quartz, qu'on a juste un quartz de fréquence 3,2768 MHz. Alors si je compare cette fréquence, donc elle est comprise entre F1 et F2, ça veut dire le quartz va fonctionner comme étant une bobine.
et le Z du condensateur qu'on va utiliser, le Z du quartz qu'on va utiliser par la suite, ZQ utilisé par la suite, c'est sera égal à J fois X, avec le X déduit de cette partie-là. C'est moins 1 sur CP oméga 1 moins oméga 1 sur oméga au carré sur 1 moins oméga 2 sur oméga carré. Et pourquoi on a dit que ça se tient entre F1 et F2 équivalent à une bobine? Parce que le X est positif. Donc voilà pour la première partie de ce TD, c'est-à-dire l'étude du quartz. La deuxième partie, c'est-à-dire l'étude de l'oscillateur en entier de Peirce. Donc on va prendre le quartz, on va l'insérer dans un cercle à réaction pi avec deux condensateurs, soit entre guillemets l'équivalent d'un oscillateur de Colpitts, puisque Q joue le rôle d'une bobine, c'est-à-dire le quartz. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme amplificateur? Donc on va utiliser comme amplificateur inverseur une porte CMOS inverseuse 4089. Alors là, on donne la fonction transfert d'une porte CMOS, donc on sait que quand VE égale à 0, VS égale à VCC, et quand VE égale à VCC, VS égale à 0, tension de basculement VC sur 2, donc ici on va essayer de faire travailler l'inverseur dans sa partie linéaire, donc autour de son point de fonctionnement P, VC sur 2. Donc ici, dans cette partie linéaire, il se comporte comme un ampli inverseur, vu que la relation entre VS et VE peut être mise sous la forme VS égale à moins A fois VE, avec A, donc la pente de cette droite. Donc si on admet ici une légère variation de tension d'entrée, VS autour du point de repos P, donc le point de fonctionnement va suivre cette caractéristique, entraînant là aussi une variation linéaire de VS. Donc on va rester dans la partie linéaire. Donc si on considère cette hypothèse, on nous demande dans un premier lieu de déterminer la valeur numérique d'amplification A. Donc après, une fois déterminé, donc on peut mettre cet oscillateur sous cette forme. Donc ici l'amplification moins A qu'on aura déterminé, et ici l'oscillateur en pi. Et on revient exactement au cours qu'on a déjà démontré dans l'ancienne vidéo. Donc dans ce cours là, donc là on va essayer de retrouver l'expression de x1 et x2 et xq. On va essayer de montrer que la fonction transfert de la chaîne de réaction ici c'est x1 fois x2. Donc là dans ce TD je vais m'arrêter ici au niveau de la deuxième question, parce que la troisième question on l'a déjà démontré dans le cours. On a pris ça, on a fait le schéma équivalent et tout ça, le point diviseur. On a démontré que cette fonction de transfert de la chaîne de retour, elle peut être mise sur cette forme. D'accord? Donc après on a, pour que la condition d'oscillation soit vérifiée, il faut que la partie imaginaire soit nulle, c'est-à-dire x1 plus x2 plus xk égale à 0. Il faut que ce qui reste soit égal à fois moins a soit égal à 1. Ce qui nous a donné, il faut que a soit supérieur ou égal à x2 sur x1. Et là, on a pris la partie x1 plus x2 plus xk. On a remplacé x1 par 1 sur jc3, x1 par moins 1 sur c3, 31 oméga, ou c3. On a remplacé aussi x2 par son expression, et le xk par l'expression en fonction de CP oméga oméga 1. Donc là aussi on l'a fait dans le cours, la partie du cours, où on a démontré que cet oscillateur de Peirce oscillera à cette fréquence. Donc c'est-à-dire dans le TD, je vais démontrer que cette porte CMOS dans sa zone linéaire équivalente à un amplificateur inverseur, et puis je vais identifier xq, xk, je m'excuse, xq, x1 et x2. Donc voilà, donc la porte CMOS ici, 44-49, voilà sa fonction de transfert. Donc la première question de cette étude était de déterminer, donc si on considère que on va varier autour de ce point de fonctionnement, c'est-à-dire uniquement dans sa zone linéaire, donc VS sur VE
par multiplication de moins 1, qu'on pourra déterminer donc en calculant delta Vs sur delta Ve, la pente de la droite qui est négative. Et là on va prendre ce point là, le point A et le point B, point A et point B. Donc le delta Vs, on aura ici 0 moins VCC, 0 moins VCC sur 0,5125 VCC moins 0,4875 VCC. Ce qui donnera V sur VE égale à moins 40. Ça veut dire le A sera égal à 40. Voilà. Après, pour donc c'est-à-dire notre oscillateur devient équivalent à celui-là. Donc par identification, on pourra dire que x1 c'est moins 1 sur C3 oméga, parce qu'on a considéré que C31 et C32 sont égaux de condensateur égaux à C3. La même chose pour x2 qui est là, c'est moins 1 sur C3 oméga. Et bien sûr pour xq on va utiliser l'expression qu'on a démontrée, c'est-à-dire xq sera égal à moins 1 sur Cp oméga fois 1 moins oméga 1 sur oméga au carré, le tout sur 1 moins oméga 2 sur oméga au carré. Alors pour le reste, il suffit de consulter la vidéo du cours. Donc vous pouvez utiliser le sommaire pour vous placer directement sur la partie oscillateur de Peirce pour savoir la suite du TD, à savoir la question 3 et la question 4. Alors dans ce dernier TD, on va vous proposer un oscillateur basse fréquence qui permet la mise en œuvre de l'effet vibrato. Alors c'est quoi l'effet vibrato? Donc ici on le voit ici. Donc c'est un oscillateur basse fréquence qui permet de varier la fréquence dans les instruments de musique électronique comme les synthétiseurs ou les boîtes à effet des guitares électriques. Alors on dispose couramment de cet effet vibrato qui effectue une légère variation de la tonalité, en faisant bien sûr ici varier la fréquence. Alors là, cet oscillateur qui est utilisé à cet effet là, donc on y retrouve l'amplificateur ici, la chaîne directe, qui est ici matérialisée par K, donc en bleu, en vert. D'ailleurs je remercie monsieur Poujouli pour cet TD et ces documents qui sont très clairs et très pratiques. Donc là on retrouve comme chaîne directe deux fonctions transfert H de J oméga qui sont toutes les deux identiques. Donc il y a un double filtre ou double résonateur donc comme étage de réaction. Donc ça veut dire l'entrée de la chaîne de retour ça sera S1 et la sortie de la chaîne de retour c'est S3 qui sera elle-même l'entrée de la chaîne directe. Donc là pour les questions donc ils sont typiques, on demandera la relation entre S1 et S3 pour la chaîne directe. Ça permettra de déduire le coefficient fonction de transfert de la chaîne directe K. Puis pour retrouver la fonction de transfert de la chaîne de retour, ça veut dire H de J oméga, on va faire ça par étapes. On doit d'abord calculer Miniman au point A. Et après, donc, essayer de démontrer que la relation entre S2,
S1 est celle d'un filtre RC passe bas. Donc un simple filtre RC passe bas, ça veut dire 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc après on va déduire le H de J oméga total, donc il sera sous forme d'un filtre passe bas deuxième ordre. Ça veut dire 1 sur 1 plus J oméga sur oméga au carré. Et quand on va mettre deux filtres deuxième ordre en cascade, on retrouvera un filtre de quatrième ordre, c'est-à-dire 1 moins J oméga sur oméga 0 à la puissance 4. On va essayer d'appliquer Berkhausen, déduire la fréquence d'oscillation et la condition d'amplification, pour finir avec une petite application numérique. Alors on va commencer par la chaîne directe. Donc directement c'est un amplificateur non inverseur. Donc on trouvera que K qui est égal à S1 sur l'entrée S3. Parce que ici la tension S3 sera injectée. On va la retrouver ici comme entrée. Donc ça sera égal à moins RB sur R1. Maintenant, la deuxième question, c'est on va essayer de retrouver S2 en fonction de S1, mais en deux étapes. Première étape, c'est retrouver VA d'abord, avec Millman. Donc VA sera égal. Alors là, il y a trois branches. Il y a cette branche-là qui est alimentée par S1. Cette branche-là, avec C, elle est alimentée par S2, qui est égal à V- en même temps. Et la troisième branche, celle de la résistance, elle est alimentée avec tension V+. Et puisque V+ égale à V-, puisque V+ égale à V-, donc elle aussi, elle sera alimentée par S2. Donc première branche alimentée par S1, deuxième branche alimentée par S2, et troisième branche alimentée elle aussi par S2. Donc j'aurai S1, première branche S1 sur R, plus S2 sur ZC, plus S3 sur R. Donc 2 sur R, plus 1 sur ZC. Et là on a déjà vu dans un DTD que 1 sur ZC c'est JC oméga. Donc c'est-à-dire je ne vais pas mettre un dénominateur commun avant d'avoir la version plus ou moins simplifiée, c'est-à-dire VA sera égal à S1 sur R, plus S2 facteur donc plus S2 JC oméga plus S2 sur R. 2 sur R plus JC oméga. Puis quand je ferai dénominateur commun, j'aurai S1 fois R plus donc VA sera égal S1 fois R plus S2 facteur de 1 plus JRC oméga sur 2 plus JRC oméga. Ça c'est la première étape. Donc la deuxième étape, c'est que je vais essayer, on m'a demandé la relation qu'il y a entre S2 et VA. Et pour ça, je vais appliquer le point diviseur à V+ ici. Donc on a V+, qui est égal à V- et qui est égal à S2. En V+, c'est cette tension-là, au bord de C. Donc j'applique le point diviseur de tension, c'est VA fois ZC sur ZC plus R. On aura VA 1 sur 1 plus JRC oméga. Une fois je remplace ZC par 1 sur JC oméga. Et là on peut finir par retrouver bien sûr S2 en fonction de S1.
quatrième question, je pense. Je ne me rappelle pas de la numérotation des questions. Donc je vais reprendre cette équation là. Donc quand je reprendrai cette équation, donc on a VA égale à ça. Donc VA égale S1 fois R plus S2 1 plus JRC oméga sur 2 plus JRC oméga. Et d'après ça, VA c'est égal à S2 fois 1 sur 1 fois 1 plus JRC oméga, donc c'est égal à S2 fois 1 plus JRC oméga. Donc là, je vais prendre ce dénominateur là et je vais le multiplier par S2. Donc j'obtiendrai fois 2 plus JRC oméga. Je prends ce terme là et je l'envoie du côté de S2, donc j'aurai S2 facteur. Donc on a la partie 1 plus JRC oméga, la partie 1 plus JRC oméga, donc je vais factoriser par 1 plus JRC oméga. Donc facteur de quoi? De ce terme là, 2 plus JRC oméga, moins 1, ce terme là qui est passé de l'autre côté. Donc tout ça c'est égal à S1 fois R. Et j'ai un petit problème, c'est que ce R là ne peut pas exister. Parce qu'un dénominateur commun, c'est déjà R. C'est S1. Je devais me rendre compte parce que quand on met S1 fois R plus S2, ça c'est son unité, ça doit être une tension. S1 fois R, déjà ici, je devais identifier que j'ai une erreur de calcul. Donc, elle a été corrigée. Donc on aura S1, donc c'est égal à S1. Donc automatiquement S2 sur S1. Donc là, le 2 moins 1, ça fait S2 facteur de 1 plus JRC oméga le tout au carré. Égal à S1. Donc le H de J oméga, qui est égal à S2 sur S1, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Le tout au carré. Avec bien sûr oméga 0 égale à 1 sur RC. Donc on a démontré que la relation entre V2 et S2 ici, c'est un filtre premier ordre. Mais la relation H entre S2 et S1, c'est un filtre deuxième ordre. Et là, puisque le deuxième bloc de la chaîne de réaction est identique au premier bloc, donc c'est pour ça qu'on a mis ici la même fonction de transfert. H de J oméga, H de J oméga. Ça veut dire si on veut la fonction de transfert en boucle fermée, pour appliquer le critère de Berkhausen, donc on aura automatiquement CK fois H fois H. Ça doit être égal à 1. Ça veut dire réel pur. Donc le K ici, on l'a retrouvé ici, c'est la chaîne directe, c'est-à-dire moins RB sur RA fois H fois H, ça donnera, je me suis 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Le tout à la puissance 4. Ça doit être égal à 1. Donc voilà. Donc, à la suite, à partir d'ici, logiquement, on doit essayer de déterminer
la partie réelle, ici la partie réelle, la partie imaginaire, et essayer de retrouver la fréquence d'oscillation et la condition d'amplification. Donc on y retourne, donc on a trouvé d'après Berkhausen, il faut que K fois H égale à 1, donc on a trouvé que moins RB sur RA sur 1 plus J oméga sur oméga 0 de tout à la puissance 4 doit être égal à 1. Donc là on va utiliser l'identité remarquable A plus B à la puissance 4, c'est A à la puissance 4 plus la suite, donc on aura, il faut que moins RB sur RA fois 1 sur, donc A à la puissance 4 c'est 1 plus 4 A au cube c'est 1, B c'est J oméga sur oméga 0 plus 6 A carré fois B carré c'est moins 6, le A carré c'est toujours égal à 1. Dans tous les cas le A carré, A, B, le A toujours égal à 1, que ce soit A carré ou A au cube. Donc le travers se forme au niveau de B, donc B carré c'est ici le B. C'est moins oméga sur oméga 0 de tout au carré. À cause du J carré. Plus 4 A B au cube. Donc on aura moins 4 J oméga sur oméga 0 au cube. Plus B à la puissance 4, ça veut dire plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4. Parce que le J au carré c'est moins 1, J au carré c'est moins 1, J à la puissance 4 c'est 1. Donc ici à la puissance 4. Donc tout ça doit être égal à 1. Donc je dois d'abord mettre la partie réelle, la partie imaginaire. Essayer de les séparer. Donc ça c'est réel, ça c'est réel, et ça c'est réel. Donc j'aurai 1 moins 6 oméga sur oméga 0 au carré plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4. Ça c'est réel. Ce qui reste, c'est imaginaire. Et là dans la partie imaginaire, je peux factoriser par 4j oméga sur oméga 0. 4j oméga sur oméga 0. Facteur de 1, ça va rester de l'autre côté, oméga sur oméga 0 au carré. Voilà. Et ça, bien sûr, tout ça doit être égal à tout ça doit être égal à moins 1. Pour que ça soit égal à moins 1, ça veut dire pour que ce soit égal à 1, d'abord réel pur négatif, il faut ici que la partie imaginaire soit nulle. Parce que le numérateur il est réel. Première relation, il faut que 1 moins oméga sur oméga 0 au carré soit égal à 1, égal à 0. Ça veut dire il faut que oméga soit égal à oméga 0. Ça veut dire égal à 1 sur RC. Donc la fréquence d'oscillation. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester le terme moins RB sur RA fois 1 sur 1 moins 6 oméga sur oméga 0 au carré plus oméga sur oméga 0 à la puissance 4. Ça doit être égal à 1. Ce qui implique, là d'après la première relation, on sait que oméga sur oméga 0 au carré c'est égal à 1. Donc si je remplace ici par 1, j'aurai 1 moins 6, c'est moins 5, plus 1 c'est moins 4. Donc ça veut dire on aura RB sur RA doit être égal ou supérieur ou égal à 4. Et bien sûr le F0 ici c'est 1 sur 2pi RC. Et voilà. Donc après on peut dimensionner bien sûr RB, sachant qu'on a ici le RA. Et on peut calculer la fréquence d'oscillation. La dernière question, on a donné la valeur de R et la valeur de C.
Donc voilà pour cette idée-là. Et j'espère que cette correction vous sera utile.